Je vais vous inviter à regagner la salle et je vais accueillir les participants de la table ronde qui sont nombreux et qui vont illustrer tous les aspects que peuvent revêtir l'e-santé dans les maladies rares. J'accueille le professeur Jean-Yves Fagon, délégué interministériel de l'innovation, Madame Anne Chevrier, chef de projet de la mission maladies rares à la DGOS, professeur Sylvie Audan, de la filière Handirard, professeur Éric Achula de la filière FAI2R, Madame Isabelle Vitali du laboratoire Sanofi, Madame Marie-Noëlle Bibeau de l'ARS Nouvelle-Aquitaine et Monsieur Rémi Choquet, s'il est là, voilà, de Orange Healthcare. Merci à vous de participer à cette table ronde. Première question à vous, Jean-Yves Fagon. On le voit, les nouveaux projets innovants sont massifs. Il y a une arrivée massive. Quel est votre bilan face à cette arrivée massive et quel est le rôle des pouvoirs publics et du délégué interministériel dans la régulation face à tous ces projets innovants, en particulier de e-santé? D'abord, merci de votre invitation. On a à peu près 10 minutes par personne, donc je vais essayer de vous résumer. 5. 5. Bon, d'accord, alors 5, on fera avec 5. C'est un vrai challenge. Ouais. Donc, avec la spécificité que je ne vais pas développer forcément beaucoup aujourd'hui de maladies rares, parce qu'il y a un sujet global, et maladies rares, et finalement, avec ses spécificités dans ce système global. Je veux rappeler un certain nombre de principes de la part des pouvoirs publics. La première, c'est que l'innovation se développe à grande vitesse, et nous avons quand même un certain nombre de principes de base qui est le socle de notre système de santé et que, jusqu'à preuve formelle du contraire, il n'y a pas de remise en cause. Des sujets qui sont la sécurité pour la population, pour des patients, et que actuellement, il y a un certain nombre de développements d'innovation sur lesquels ce point-là n'est pas sécurisé. Et donc, il faut garantir cet élément tout à fait majeur. Le deuxième point, qui est un point très préoccupant parce que cette situation se dégrade depuis déjà plusieurs années, qui est l'égalité d'accès aux soins, l'égalité d'accès à la santé et évidemment l'égalité d'accès à l'innovation. Alors l'innovation, on voit bien que c'est une machine qui peut être une formidable fabrique à de l'inégalité. C'est-à-dire une innovation formidable arrive, certains peuvent se la payer, d'autres ne peuvent pas. Et on tombe dans une mécanique qui ne peut pas être la mécanique portée par les pouvoirs publics dans le monde de la santé. Et donc cette question de l'égalité d'accès est une question complexe. Et la combinaison des deux, sécurité et égalité d'accès, fait que, parce que c'est comme ça aujourd'hui dans notre système, ça nécessite un peu de temps et un peu de travaux pour sécuriser et assurer ces deux points-là. Le troisième point, alors on peut être optimiste ou pas sur les années à venir, le troisième point, c'est effectivement les modalités de financement des innovations d'une manière générale, des groupes qui ont un régime un peu particulier, alors c'est les plans, hein. Alors, des plans, il y en a au moins beaucoup, enfin, il y en a beaucoup qui circulent, avec chacun une demande un peu spécifique. Il y a évidemment le plan maladies rares, mais il y a le plan de l'autisme, il y a le plan de l'antibiorésistance. Il y a comme ça toute une série de plans qui sont tous parfaitement nobles et qu'il serait souhaitable de pouvoir développer dans les meilleures conditions possibles. N'empêche que le fait qu'ils sont nombreux fait pendant encore un an ou deux et peut-être plus un certain nombre de difficultés sur le plan financier. Ça, c'était histoire de mettre l'ambiance. Après, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui apparaître? Alors, on voit effectivement une arrivée massive d'innovation dans tous les champs, notamment dans les maladies rares. Et derrière ça, il y a quand même quelques éléments qui sont, je ne vais pas dire des nouveautés, mais qui sont des évolutions très, très importantes et pour lesquelles notre système n'est pas tout à fait adapté. Le premier, c'est le nombre. Il y a une croissance absolument gigantesque des demandes d'installation ou d'accès pour un certain nombre d'innovations. À titre d'exemple, en moins d'un an, moi, j'ai ouvert un guichet parce qu'on m'a demandé d'ouvrir un guichet pour recevoir des porteurs de projets. Il y en a eu 170 sur cette année, avec un nombre
extrêmement croissant. Je crois que les prochains rendez-vous sont pour mi-février. Et c'est pas bien de fonctionner comme ça parce que avec l'objectif qui est d'accélérer, on va finir par ralentir. Donc il faut qu'on arrive à intégrer cette arrivée massive d'innovation. Alors ce qui est intéressant sur les 160 que j'ai pu avoir, c'est qu'un certain nombre sont quand même très très proches les unes des autres. Et alors, ça a été dit beaucoup au cours de ce qui vient d'être évoqué, c'est cette réflexion ou cette absence de réflexion en silo. C'est-à-dire que tout le monde est convaincu d'avoir l'innovation de l'année, voire l'innovation du siècle, et qu'on ne va pas parler à nos petits camarades qui, dans 3 régions différentes, ont à peu près le même projet, voire exactement le même projet, et qu'on verra plus tard, un d'entre nous va gagner. Eh bien, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Et donc, on va avoir une perte d'énergie, une perte de temps considérable si on n'arrive pas à coordonner ces différents acteurs qui sont sur des thématiques extrêmement proches les unes des autres. Donc, l'aspect volume est un aspect très important. Et puis, le deuxième, qui est quand même pour des gens qui ont passé beaucoup de vie dans les hôpitaux, il y a un événement absolument nouveau et considérable, c'est qu'il n'y a plus maintenant d'une innovation qui est un dispositif, un médicament, une organisation, maintenant un objet connecté, mais que tout ce monde-là est en train de vivre ensemble et qu'on a maintenant à gérer, non pas un produit, mais une solution innovante qui va combiner 2 ou 3 acteurs qui vont faire que cette innovation est encore plus innovante, encore plus efficace que ce qui était prévu avec simplement les produits simples. Alors, il va falloir réussir à adapter un peu notre système avec aujourd'hui un circuit qui finit à la Haute Autorité de Santé avec à un moment donné une décision qui aboutit à une tarification, qui aboutit à un remboursement. Et il va falloir adapter à effectivement une innovation plus multidisciplinaire, quelque chose de plus efficace et un travail qu'il va y avoir à faire autour de l'évaluation. C'est ce deuxième point qui est un point majeur. Le troisième étant la complexité. Et on voit bien, alors dans le champ des maladies rares, mais dans à peu près tous les champs, que les innovations qui sont mises sur le marché ou qui vont être mises sur le marché sont d'une complexité beaucoup plus importante qu'il y a quelques années et que intégrer cette complexité nécessite d'avoir une expertise de gens qui sont capables d'interpréter cette complexité. Et aujourd'hui, sur un certain nombre de sujets très pointus, il y a peut-être 3, 4 experts en France. Les 3 ou 4 ont évidemment des liens d'intérêt avec des sociétés qui ont développé, qui ont participé au développement de cette innovation-là. Et donc, on est dans une espèce d'impasse un peu stupide qu'il va falloir absolument faire avancer, c'est-à-dire qu'on puisse bénéficier de l'expertise de gens qui vont être capables de donner la bonne interprétation et pour les pouvoirs publics, la bonne interprétation et le bon développement d'un certain nombre de ces innovations. Voilà à peu près la situation aujourd'hui telle qu'elle se présente et surtout telle qu'on doit la faire évoluer. Et je veux juste, pour finir ma 5e minute, la 11e peut-être, mais de vous dire les 2 éléments qui me paraissent absolument essentiels. La première, c'est la lutte contre l'isolement et qu'il faut absolument coordonner les différents acteurs. Alors il y a un travail à faire au sein des pouvoirs publics où il faut coordonner les principaux acteurs qui sont sur cette thématique-là. Aujourd'hui, pour être tout à fait clair avec vous, sur des innovations en santé, il y a un problème entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le Bercy, parfois, et le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Santé. Tous ces gens-là ne se parlent pas, ou peu, ou pas au bon moment, et qu'il va quand même falloir rentrer dans une mécanique où cette coordination a vraiment lieu. C'est le premier point. Et le deuxième point qui est, et je vais finir avec ça, peut-être ce qui va être une tentative de trouver des solutions aux questions que j'ai posées, c'est qu'il va falloir rentrer, non plus dans cette machine qui, je le rappelle, il y a encore quelques années, interdisait aux gens qui étaient dans un ministère de discuter avec les porteurs de projets et les industriels, et qu'il faut, à l'inverse, rentrer dans la co-construction des innovations. C'est-à-dire qu'il faut voir, et c'est un peu ce qu'on a essayé de mettre en place, il faut voir le plus tôt possible et avoir ce débat le plus tôt possible, et il faut continuer à faire avancer cette innovation ensemble. Je pense que ça fera gagner du temps, parce
qu'on évitera de temps en temps des dérives avec les industriels. De temps en temps, on pourra les aider à trouver la bonne porte à ouvrir pour avoir un essai clinique financé, etc. etc. Donc il faut qu'on arrive à mettre en place cette coordination, mais surtout cette co-construction des innovations avec les principaux acteurs et un circuit qui va aboutir aux mêmes prises de décision, puisque ça sert essentiellement à ça, c'est à trouver la prise de décision la plus performante possible. Et puis surtout, après la prise de décision, quelque chose qui, alors à ce titre-là, vous êtes un peu particulier et un peu meilleur que tous les autres, c'est-à-dire de suivre ce qui se passe une fois qu'une innovation est sur le marché. Dans l'immense majorité des cas, il ne se passe plus rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de suivi de ces innovations une fois à la disposition de la population ou d'une partie de la population. Et que comme ça, on manque cruellement d'informations concernant finalement cette innovation. Elle est mieux que prévue. Ça arrive. Ou bien elle est moins bien que prévue. Ou bien elle est à peu près comme prévu, mais ça fait déjà 10 ans qu'elle est sur le marché et on considère toujours que c'est une innovation 10 ans plus tard. Donc il faut absolument que cette période-là de suivi, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur ce qu'on appelle l'évaluation en vie réelle, il va en tous les cas falloir impérativement que toute cette période, qui va donc d'une phase extrêmement précoce à une phase tardive, on est sur le marché depuis déjà un certain temps, mais on complète un peu la connaissance de ce sujet-là. De l'un à l'autre, je pense qu'on a une possibilité, si on se dépêche un peu dans la mise en place de cette nouvelle politique ou de cette nouvelle stratégie concernant les innovations en santé, on a peut-être une chance de faire ça, de favoriser le développement dans notre pays. Merci beaucoup pour ce... Vous avez droit à un petit peu d'eau. Merci beaucoup pour ce constat et ces perspectives. Anne Chevrier, deuxième type de constat sur les maladies rares. Un bilan déjà sur les dernières années passées et sur le bilan du deuxième plan, puisqu'on est à l'orée du troisième plan maladies rares. Et la façon dont les filières, puisqu'elles sont tout de même au centre de ces différents plans, ont collaboré entre elles. Alors, je crois que les intervenants en ont parlé. Je crois qu'il y avait une priorité, effectivement, et ça a été dit. Il faut, dans toute communication, il y a un point d'entrée et il y a 2 points. Il y a celui qui émet, il y a celui qui reçoit. Et il fallait que les gens se connaissent. Et donc, quand j'ai parlé la première priorité, c'était d'établir le socle, c'est-à-dire la labellisation a permis d'identifier ces réseaux et d'identifier quels étaient les acteurs de ces réseaux. En parallèle, il y a dans le plan numéro 2 donc l'élaboration des filières. Et c'est vrai qu'elles ont pris leur essor rapidement. Ça veut dire qu'il y avait un besoin, parce qu'il peut y avoir des très bonnes idées de temps en temps, mais si elles sont isolées, elles ne prennent pas d'essor. Toutes les filières, effectivement, ont pris leur essor. Et je tiens, et je crois que c'est véritablement dans l'esprit des animateurs de filières, parce que ces filières ne travaillent pas en silo. Là aussi, c'est une des failles possibles et un des obstacles qu'il faut éviter. Et pour moi, c'est fondamental. On se retrouve tous les trimestres, les animateurs de filières se retrouvent tous les trimestres ensemble et on échange régulièrement. Parce qu'effectivement, ces systèmes d'information ou ces nouveaux outils sont avant tout des outils. Et que si jamais les gens ne travaillent pas ensemble, ces outils n'ont pas véritablement de sens, ou du moins, ils n'ont pas de futur consolidé. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a, dans les filières, il y a eu beaucoup de travaux interfilières, et moi, j'y tiens tout particulièrement. Il y a eu des partages, parce que chacune ont leur spécificité, et de par leur pathologie, nous les respectons, bien évidemment, mais il y a des sujets communs. Il y a des filières, je pense, par exemple, à la filière cardiogène, qui a développé des outils de formation par web, et toutes les autres filières sont en train d'effectivement... Mais l'idée, ça n'est pas de se disséminer dans les différents outils, mais d'utiliser l'expérience de cette filière qui a essayé, de l'évaluer et de
diffusée dans les autres filières. Nous avons travaillé également sur la problématique des RCP, parce qu'effectivement, nous étions confrontés à une politique qui a été mise en œuvre, mais qui est régionale, et que la spécificité des maladies rares, c'est que ce sont souvent des pathologies qui sont avec des réseaux nationaux et qui ne se peuvent être que nationaux. Et là, nous sommes en train d'y travailler, mais là aussi, ça se construit. Nous avons mobilisé la ZIP. Il y a des gens qui sont là pour ça. Il y a effectivement, individuellement, on peut trouver sur le marché très certainement des bonnes idées, mais c'est la mise en œuvre après. Et c'est l'appropriation par l'ensemble des filières de ces outils qu'il faut orchestrer et qu'il faut mettre en œuvre. Donc voilà, j'en dirais peut-être pas plus, mais je crois que là, nous avons un socle et qu'il était important de baser ce socle d'identification véritablement des bons acteurs, que ces acteurs comprennent qu'ils appartiennent à ce réseau pour que ce réseau puisse fonctionner, parce que sinon ce réseau est virtuel, et trop virtuel avec des individus qui ne s'identifient pas. Les filières travaillent, et je crois que ce sera aussi, nous sommes regardés par l'Europe avec ces ERN. Un des obstacles possibles, c'est que ces ERN travaillent, elles sont très jeunes, elles sont encore plus jeunes que nos filières individuellement. J'ai entendu parler effectivement, et on en a parlé hier, des registres également. Oui, il faut les mettre en commun, mais pour les mettre en commun, il y avait une photo, c'est qu'il faut que les gens se rencontrent pour savoir comment les mettre en commun. Et là, pour le moment, moi, je trouve que les filières prennent la bonne orientation parce qu'elles ne travaillent pas en silo, ou elles font en sorte de ne pas travailler en silo, et c'est fondamental. Les évaluations qu'on a fait, des travaux qu'elles ont faits, font que effectivement les démarrages sur chacun a pris son site internet et l'a développé dans son sens. Je pense que les autres outils, on est en train de travailler davantage ensemble pour effectivement se partager la tâche, parce que la tâche est grande et que la technologie va vite. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, vous nous avez donné la photographie nationale et bientôt européenne de ces différents projets. On va rentrer dans le concret. À côté de vous, le professeur Sylvie Audan, qui a co-construit le 3e plan maladies rares, mais qui est surtout responsable d'une filière. Et est-ce que concrètement, vous pouvez nous dire la situation de la région Grand Ouest, déjà au prisme des maladies rares, et puis les projets de e-santé, parce que vous m'avez avoué être une Madame Jourdain de la e-santé, nous parler de ces expérimentations. Je vous remercie beaucoup. Alors d'abord, j'ai une promotion parce que je ne suis pas du tout coordinatrice de filière. Je suis coordinatrice d'un centre de référence maladies rares, mais qui est effectivement multisite depuis le départ. Quand on a été labellisé en 2005, d'emblée, c'était sur un très grand territoire associant les régions Bretagne, Pays de Loire et Centre, et ça nous a paru effectivement évident qu'il fallait travailler ensemble, et pour travailler ensemble, d'emblée travailler notamment en visioconférence. Donc effectivement, comme dans Le Bourgeois Gentilhomme et Monsieur Jourdain, je me suis aperçue que je faisais peut-être de la e-santé sans le savoir depuis le départ, parce que j'avoue que quand Ségolène, que je remercie de m'avoir invitée à cette session, m'a proposé d'être là, je me suis dit mais j'y connais rien en e-santé, moi pourquoi je suis là? Donc bon, c'est vrai que la visioconférence a été une véritable révolution pour nous dès le départ. On se retrouve de façon très fidèle tous les centres, et ça continue depuis 2005. On a étendu pour certains sujets, je pense, avec l'arrivée notamment du séquençage au débit dans le domaine de la déficience intellectuelle, des visioconférences nationales, comme quoi c'est déjà tout à fait possible. On est 10, 15 centres connectés en même temps, et ça discute fort. Donc la e-santé est parmi nous. C'est vrai que en tant que médecin de terrain, pendant longtemps, j'étais un petit peu arc-boutée en me disant quand même la relation patient-médecin singulière, c'est irremplaçable, et ça restera le socle de mon activité. Et ça le reste.
dans notre Bretagne profonde, pour parler plus de la Bretagne, quand vous habitez à Bazouges-la-Pérouse ou à Bréant-Loudéac, ou près de Redon, eh bien, on voit des personnes pour qui c'est encore une aventure de venir à Rennes. Certains habitent dans des maisons encore en terre battue. Hein. Enfin, là, il y a une fracture, y compris numérique, c'est-à-dire que c'est des personnes qui n'ont pas Internet, qui n'ont pas accès à Internet. Hein. Donc, on parlera tout à l'heure des projets, et j'en ai des projets, hein, mais voilà, c'est ça aussi la vraie vie. Donc, on baigne dans un monde numérique parce qu'on se sert donc tous les jours d'outils, hein, des tablettes. Nos infirmières se servent de petits jeux pour distraire les enfants quand elles font leur prise de sang. Avec la filière Andy Rare, on a mis en place des petits films pour expliquer des choses assez complexes comme justement le séquençage au débit, donc sous la houlette de Laurence Fèvre, hein, qui est la coordinatrice de la filière Andy Rare. Comme on est on est un peu polyvalent en province, hein, donc on est aussi centre de compétences pour beaucoup de filières. On se sert beaucoup d'outils aussi, je pense aux outils de suivi, par exemple dans les maladies métaboliques pour les enfants, pour suivre leur régime. On se sert aussi beaucoup de bases de données d'aide au diagnostic, notamment dans le domaine de la dysmorphologie. Voilà, maintenant il y a même des bases de données qui permettent de réfléchir à partir de photos, hein, comme Face2Gene. Enfin, finalement, Ségolène, tu as raison, on baigne dans un milieu numérique sans vraiment le savoir. Voilà, après on parlera des projets. Oui, vous me parliez de collaboration entre les centres de référence et les centres de compétences qui s'étendent au-delà de la région Bretagne. Je crois que vous aviez cette expérience au niveau du Grand Ouest. Hein. On s'étend un petit peu, vous pouvez m'en dire un petit peu plus, ou aujourd'hui c'est à l'état de projet? Non, c'est pas un projet. Pour ce qui est de la télémédecine, dès la création du centre que je coordonne, donc le CLAD Ouest, étant donné que ça représentait un territoire énorme, hein, c'était la seule façon que c'est un sens de travailler ensemble et d'être complémentaires, et notamment de discuter de cas de patients qui sont difficiles à résoudre, hein, et on est toujours plus intelligent à plusieurs, donc ça a été, je dirais, ça s'est fait naturellement. Après, on en parlera peut-être tout à l'heure, ce qu'on n'a pas encore réussi à faire, c'est par exemple de la téléconsultation. Là, ça reste beaucoup de la télé-expertise entre nous, mais c'est déjà très très utile. Merci beaucoup. Donc là, on le voit concrètement, vos différentes expérimentations en termes de partage de connaissances, en termes de télé-expertise. Éric Achula, qu'en est-il du téléenseignement en France et par-delà les frontières françaises, hein, parce qu'on a parlé des registres européens, mais vous avez développé également un enseignement européen dans votre domaine? C'est exact. Et là, donc, je prends la parole non pas en tant qu'animateur de filière, mais en tant qu'enseignant. Nous avons développé, il y a une petite quinzaine d'années, le premier diplôme interuniversitaire uniquement par le web. Ce qui nous avait motivé à l'époque, c'était la grande diversité des points de vue finalement des experts en France pour prendre en charge un patient. Il y a la médecine par l'épreuve, mais il y a aussi l'expérience. Et pour tenter d'uniformiser la prise en charge des patients, c'est un moyen. Et donc nous avons développé le premier diplôme sur les maladies rhumatismales et les maladies systémiques rares. Ce diplôme, il a fallu au départ convaincre, parce que faire un enseignement complet par Internet qui donne une certification et un diplôme à la fin, il a fallu convaincre nos facultés, nos universités. Et puis après quelques mois, on a su leur expliquer, on a su les convaincre, et ils nous ont fait confiance et on a pu développer 2-3 diplômes. Il y a le diplôme sur les maladies systémiques, il y a maintenant le diplôme des maladies rares qui a été mis en place. Donc ça, c'est l'expérience française. Et je dois dire que ça a un grand succès, parce qu'au départ, on proposait cet outil comme une formation médicale continue, mais on s'est rendu compte qu'elle était très prisée
par la formation initiale, par nos étudiants en formation, nos étudiants internes. Et nous avons régulièrement, pour notre diplôme des maladies systémiques, maladies rhumatismales, 150, 200 inscrits tous les ans. Donc ça, c'est à l'échelon national. Et dans la réflexion, parce que nous sommes un petit groupe, on s'est dit que peut-être on pouvait appliquer ça à l'Europe. Et nous sommes allés tenter de convaincre une société européenne, qui est l'ELAR, European League Against Rheumatism, de faire la même chose pour diffuser au sein de l'Europe, pour tenter d'uniformiser la prise en charge des patients au sein de l'Europe. Et je veux dire que l'ELAR nous a fait confiance. Et on a pu développer cet outil de formation à 100% par Internet, qui est un outil donc, qui est accessible partout, qui est accessible quand on veut, qui est interactif, qu'on va enrichir avec des webinars, etc. Et qui maintenant, tous les ans, eh bien, rassemble plus de 4500 étudiants. Donc nous sommes à nous seuls une grosse université avec 4500 étudiants inscrits tous les ans. Vous avez d'autres, est-ce qu'il y a d'autres initiatives? Est-ce que vous pouvez nous parler d'autres initiatives européennes dans le domaine? Ou est-ce que la France est pilote dans ce domaine-là? Oui, je pense que la France est pilote pour les filières et les ERN. C'est vrai que l'Europe a fait un copier-coller des filières et tente de l'appliquer. Je crois que vous avez raison, il faut tenter de collaborer ensemble. Et je dois dire que là, dans l'exemple que je donnais, l'Europe a pris l'exemple sur la France pour développer cet outil à l'échelon européen. Alors on va aller plus au sud, puisqu'on fait un petit tour de France. Marie-Noëlle Bilbao, les besoins à couvrir sur la région Nouvelle-Aquitaine, étaient-ils les mêmes? Et qu'avez-vous rencontré comme écueil? Quel projet avez-vous pu développer dans le domaine général, pas forcément appliqué aux maladies rares? Alors oui, effectivement, je suis en charge en Aquitaine, comme dans 4 autres régions, d'un projet territoire de soins numériques et qui embarque un peu tout ce dont on a parlé pour l'instant. Un projet territoire de soins numériques, c'est d'abord, ça a été dit, une organisation, une façon de faire travailler ensemble des gens du sanitaire, du social, du médico-social. L'objet, c'est de prendre en charge des patients qui sont en situation complexe, quel que soit leur âge et leur pathologie. Tout ça, ça s'est recalé avec la loi de santé, l'article 74, les plateformes territoriales d'appui. Donc le but de territoire de soins numériques, c'était à la fois de faire naître une organisation, mais avec un outil innovant de coordination. Ce que nous avons fait en Nouvelle-Aquitaine, c'est que, et nous sommes la seule région à l'avoir abordé comme ça, ce projet, c'est que des patients complexes, ce sont des patients qui sont isolés, qui sont souvent vus au domicile, parce que situation sanitaire complexe, mais aussi situation sociale complexe. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons centré notre outil de coordination. C'est un outil d'échange et de partage, mais c'est un outil de coordination qui permet à chacun d'avoir en mode asynchrone des informations concernant la situation du patient, d'en avoir et d'en donner. Et nous l'avons centré sur l'outil, le téléphone, sur la mobilité. Ça, c'est vraiment quelque chose dans tout ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant. Casser les silos, je dirais même faire tomber les ponts-levis des châteaux forts, parce que les silos, c'est un peu inerte, ce qui est dedans. Alors que les châteaux forts, il y a des gens dedans, et on a beaucoup à lutter dans ce partage d'informations, cet échange d'informations. Il faut inspirer la confiance. Alors, il y a la sécurité, il y a la sécurité de l'information, mais il y a aussi que les professionnels. Pour l'instant, c'est ouvert aux professionnels et je le dirai après dans une moindre mesure aux patients, mais c'est dans une application déclinée de l'application des professionnels de santé. Nous avons une application qui est une sorte de WhatsApp sécurisé qui permet aux professionnels sanitaires, sociaux, médico-sociaux d'échanger autour des situations de patients, qui permet de faire divers accès de télémédecine, suivi des plaies complexes, suivi de constantes dans les pathologies chroniques. C'est un socle. Nous pouvons faire beaucoup de choses avec cet outil-là. Mais il faut compter avec la confiance, c'est-à-dire que les gens, les professionnels, avant de les appeler les gens, que les professionnels aient confiance
en l'outil certes, mais entre eux aussi. Le partage d'informations entre les professionnels sociaux, sanitaires, médico-sociaux, ce n'est pas une évidence. C'est à construire aussi, ça. C'est vraiment à construire. Et pour les patients, eh bien, nous avons la même application qui est déclinée, parce que c'est quoi la coordination? C'est partager des informations, c'est partager un agenda autour du patient, c'est faire que chacun intervienne autour de ce patient où qu'il soit, avec le même confort que si on était dans une unité de lieu qui peut être l'hôpital, par exemple. C'est vraiment ça, la coordination. Nous avons... Le bilan, justement, parce que c'était assez impressionnant, le bilan, des professionnels qui ont adhéré à cet outil et qui s'en servent. C'est un outil socle, c'est extrêmement... Ça permet de faire changer les pratiques. Par exemple, je parlais des plaies, mais il y a un autre... La prise en charge du patient, c'est le rôle du médecin traitant. Le médecin traitant... Là, on est dans la situation des maladies rares, mais le médecin traitant, il est souvent confronté à des signaux faibles d'une maladie. Et ces signaux faibles, eh bien, jusqu'à maintenant, il n'en faisait pas grand-chose, parce que quand il demandait un rendez-vous à un professeur dans un CHU, ben, il pouvait attendre un certain temps et la maladie s'était installée. Grâce à ces outils, à ces partages, à ces communications rapides, eh bien, et à une organisation, parce qu'il a fallu que nous construisions une organisation autour de cela, eh bien, le médecin traitant peut envoyer, peut adresser, peut demander des renseignements, peut envoyer des comptes rendus, des signaux au professeur, et ça fait avancer la recherche, ce repérage et ce traitement, cette prise en charge précoce de ces signaux faibles, ça permet de détecter beaucoup plus tôt un certain nombre de pathologies. Et pour les maladies rares, il est bien évident qu'un outil de coordination et de partage de la sorte ne peut être vraiment un grand plus pour des gens qui sont souvent fortement distants géographiquement. Merci beaucoup pour ces partages d'expériences. Alors, on va aller sur d'autres acteurs des maladies rares. On a vu les pouvoirs publics, les acteurs publics de santé. Qu'en est-il des industriels? Isabelle Vitali, vous êtes représentante d'un grand laboratoire pharmaceutique, Sanofi. Et comment un grand acteur comme celui-là répond aux problématiques de santé, aux questions sociales, sociétales, et comment est-ce qu'il adapte ces enjeux à la e-santé? D'abord, merci pour votre invitation. Alors, le sujet de la e-santé, c'est un sujet qui a été pris par Sanofi depuis maintenant plusieurs années, en particulier au regard de sa R&D. Tout à l'heure, Jérôme Leleu faisait référence à une joint venture qui a été créée entre Sanofi et Verily, qui est Ondio, sur le sujet du diabète. Mais c'est vrai aussi que Sanofi en France a décidé de prendre en main ce sujet. Pourquoi? Parce que d'abord, nous pensons qu'il est important de nous ancrer dans cet écosystème de la e-santé en France, qui est finalement très dynamique, et avec aussi des acteurs, que ce soit d'autres grands groupes, et Rémi Choquet parlera bien mieux que moi de ce que fait Orange Healthcare aujourd'hui, d'autres grands groupes qui sont dans d'autres industries que celle du médicament, qui s'intéressent aujourd'hui à ces sujets de la e-santé, et aussi de nombreuses startups qui sont reconnues partout dans le monde en fait. Donc comment nous avons démarré dans ce long chemin? Sur ce long chemin, eh bien, nous avons commencé déjà en début 2015 avec la création d'une structure dédiée à ce que nous avons appelé l'innovation ouverte. L'idée étant effectivement de mettre à disposition des patients et des professionnels de santé des solutions de e-santé qui vont être développées dans un esprit de co-construction pour créer de la valeur au démarrage pour les patients et pour les professionnels de santé. Tout cela autour des médicaments. Donc on n'est pas sur le sujet de la R&D, le développement des molécules. Au démarrage, c'est pas si simple que ça, il faut le dire, parce que c'est un domaine qui est en pleine évolution, extrêmement dynamique. Donc déjà, il y a une première étape qui est de comprendre en fait quel est cet écosystème de la e-santé, quelles en sont les règles. On a bien vu tout à l'heure sur le sujet de la télémédecine que c'est des règles qui évoluent, qui sont parfois extrêmement complexes. Et puis nous avons, en ce début d'année, décidé finalement de choisir quelques sujets
qui nous paraissaient quelques grandes questions que nous nous sommes posées, qui nous paraissaient avoir du sens pour l'ensemble de l'écosystème, plutôt que qui avait été peut-être la démarche au départ d'aller sur des technologies nouvelles. Donc nous nous sommes dit, nous voulons aller sur des questions qui ont un vrai sens, qui répondent à des besoins. Nous allons nous intéresser à l'innovation d'usage et uniquement après, nous allons nous intéresser à la technologie et définir quels sont les acteurs qui peuvent nous aider à développer ces solutions. Donc nous avons défini 5 grandes questions. Une qui a trait à la vaccination, c'est comment mieux me protéger en tant que citoyen et mieux protéger les autres au regard de la vaccination. Et nous disons que les nouvelles technologies peuvent nous aider aussi à répondre à ces questions-là. Une question sur le bon usage du médicament, en particulier dans des situations de prescription complexe. Une autre question sur, vous parliez d'imagerie tout à l'heure, c'est comment développer en fait une plateforme collaborative qui serait ouverte à tous sur des questions de partage des images, des imageries médicales. Nous avons une autre question sur le sujet du pharmacien et du rôle du pharmacien d'officine. On parle beaucoup de déserts médicaux, on ne parle pas de déserts pharmaceutiques. Et nous, ce que nous disons, en particulier pour le bon usage du médicament, excusez-moi, j'y reviens encore, mais que probablement le pharmacien a un rôle prépondérant à jouer et que là aussi, les nouvelles technologies devraient nous y aider. Et puis enfin, nous avons une question sur le sujet des maladies rares, qui est effectivement un sujet qui nous tient beaucoup à cœur. Et la question, c'est comment réduire le temps d'errance diagnostique dans les maladies rares. Et pour ce faire, nous travaillons effectivement d'une façon collaborative avec l'ensemble des acteurs pour essayer de trouver des solutions. Merci beaucoup. L'errance diagnostique, c'est un sujet qui vous tient à cœur, Rémi Choquet. Quel est le point de vue d'Orange Healthcare, de ce spécialiste en communication et en technologie de communication sur le sujet ? Alors, je ne vais pas faire un test sur l'errance diagnostique maintenant. Juste un mot, effectivement, Orange travaille sur le domaine de la e-santé depuis un certain nombre d'années. Évidemment, opérateur de réseau, capacité à transmettre de l'information. Première chirurgie via la téléchirurgie il y a quelques années, c'était Lindbergh. Et on suit, alors moi j'étais très étonné, parce que j'étais plutôt dans le domaine hospitalier il y a encore quelques mois, et je suis passé dans le domaine, on va dire, technologique, dur. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a énormément de choses qui se passent, tant industrielles, on parlait des territoires de santé numérique dans lesquels Orange participe, notamment dans la région Aquitaine, avec d'autres acteurs industriels. Les choses se passent et il y a énormément d'innovations aussi, d'innovations plus ou moins dures, sur de l'IA, la reconnaissance faciale. On a des gens, effectivement, qui travaillent d'arrache-pied sur des concours internationaux et qui sont très très doués chez Orange. Et on a aussi des gens qui travaillent sur des innovations d'usage. Alors, je pense que le domaine de la santé aujourd'hui, dans le domaine des maladies rares notamment, on n'a pas tellement besoin d'innovation dure, on a beaucoup de besoin d'innovation d'usage, des nouvelles technologies, des outils qui soient mis à disposition. Et je veux vous rassurer, c'est que moi je rencontre des startups maintenant d'où je suis dans un nombre de plus en plus conséquent, dans des nombres plus de 900 dans tous les domaines confondus. Évidemment, on a un gros souci aujourd'hui, c'est que ces startups fonctionnent, on va dire, sur des financements d'investissement. Il faut les transformer maintenant dans le système de soins de la meilleure manière possible. Et je pense qu'il y a un vrai sujet de transformation maintenant vers les phases plus industrielles. Et je pense que ce sujet-là, comment vous dire, ce sujet de tout ce qui est industriel, c'est-à-dire ce qui va être intégré dans la pratique courante et ce qui pourrait venir enrichir cette pratique courante, je pense que c'est un sujet qui va nous occuper dans les années à venir. Alors sur les maladies rares, évidemment, nous, on ne travaille pas spécifiquement dessus, mais on travaille sur une problématique générale. On parlait de la télémédecine. Moi, il m'apparaît assez pertinent de pouvoir accélérer la mise à disposition d'outils de téléexpertise plus encadrés, je ne sais pas, en tout cas plus intégrés dans la vie courante et dans la pratique. Je pense qu'on a fait des pas. Il y a des bons signaux qui sont envoyés par le ministère sur le sujet, et notamment par la tarification des actes de téléexpertise. Je pense que c'est important, il fallait un modèle économique pour faire atterrir tous ces outils. Mais ce que je veux dire globalement là-dessus, c'est qu'en fait, de manière très surprenante, la plupart des outils sont là, et ils n'attendent qu'à être transformés et à trouver ce modèle économique, enfin leurs usages, etc.
très grossièrement, sur la télémédecine, je pense que ça fait plus de 10 ans qu'on a des expérimentations chez Orange, quoi. Moi, quand je suis arrivé dans ce domaine, j'étais un petit peu étonné. En fait, on était sur un régime d'expérimentation, sur expérimentation dans des régions, etc. Et puis, il fallait que tout le système de soins se transforme dans ses usages, dans son organisation, pour accueillir ces technologies. Je pense qu'on est à un moment intéressant, on a un moment de transformation. Alors, il y a la transformation de ce qui a été construit il y a 10 ans, et maintenant, il y a une nouvelle ouverture vers des nouvelles innovations. Dans les maladies rares, on est dans les signaux faibles, alors il faut transporter l'expertise, ça je pense c'est le point clé. Et le deuxième point, c'est, moi je vois beaucoup d'outils d'aide au diagnostic qui arrivent, d'utilisation de l'IA en cardio, en imagerie, dès qu'il y a du signal. Je pense que ces outils peuvent constituer une niche à détection, par exemple, de patients atteints de maladies rares. Le plan médecine franche-gémonique, je ne vais pas revenir dessus, mais on essaie d'accompagner aussi la mise à disposition de ces dispositifs au niveau national. Et on parlait de la sécurisation. Dieu sait qu'il y a besoin de sécurisation et d'acteurs de confiance dans ce type de domaine-là. Je pense que l'écosystème est en train de se mettre en œuvre. Il faut l'accompagner, il faut le renforcer. Et puis il faut effectivement aussi que les acteurs qui vont recevoir soient prêts à recevoir ces technologies et puissent les intégrer dans leurs pratiques courantes. Merci beaucoup pour ces constats et puis ces perspectives, ces nouveaux projets. Au niveau des filières, quels nouveaux projets, quelles perspectives est-ce que vous avez à nous présenter, Eric Achula? Alors rapidement, on va tous faire un tour de table rapide sur le sujet. Alors, très rapide, je suis attiré par l'écran qui est juste devant moi dans le local technique parce que je voyais un tutoriel que j'ai fait il y a quelques mois sur le score de Ronan de la sclérodermie. Et je voudrais, à cette occasion, féliciter Anne Chevrier pour son écoute au sein des filières, pour en fait, la confiance qu'elle a pu faire aux animateurs qui ont, dans leur plan d'action, développé des projets de télémédecine. Et puis, elle nous a fait confiance et nous a permis de les développer. Ça, c'est un exemple. Il y en a plein d'autres. On a développé des webconférences pour les médecins, on a développé des webconférences pour les patients. Ainsi, on peut aller jusqu'au domicile du patient. Il faut savoir que dans notre filière, près de 50% des patients ne sont jamais vus dans un centre de référence ni de compétences. Donc, il faut faire cet effort pour aller les voir. Donc, voilà quelques exemples en quelques minutes. Sylvie Audan. Oui, moi je voudrais remercier au passage aussi Anne-Sophie Lapointe et Anna Rath qui ont copiloté donc un groupe autour de l'information, la formation, la e-santé. Et on espère que cette e-santé sera un axe fort de ce plan. Il y a encore beaucoup à faire, hein. Je vous ai dit tout à l'heure ce qu'on a fait. Moi, je souhaite vraiment qu'on arrive à développer plus la téléconsultation. On a des patients dans le domaine dont je m'occupe, par exemple, qui sont polyhandicapés, qui sont très difficiles à mobiliser. Et aller donc chez eux ou près de chez eux dans des maisons de santé qui sont équipées, ou dans des... je ne sais pas sous quelle forme, mais en tout cas, aller plus près des patients, avoir un échange plus direct. Je pense que là, ce sera vraiment un très très gros progrès. Et puis, on parlait hier des bases de données qu'il faut remplir. Bon, moi, je fais partie des bricoleurs de minuit qui remplissent leurs données donc, en dictant le courrier après la journée de travail. Je pense que là, je change un peu de sujet, mais on va avoir une grande aide avec toutes ces nouvelles technologies si on arrive à extraire, par exemple, les données vers des systèmes de fouilles de données. Ça, c'est une chose très, très concrète, mais pour les professionnels de santé comme nous, ce sera un gros progrès. Marie-Noëlle Bigot, à votre niveau? Eh bien, ce qu'on voit, c'est qu'il y a ces plateformes territoriales d'appui qui se mettent en place sur toute la France grâce au projet, au plan e-parcours. Bon. Eh bien, c'est des outils socles. On le voit quand on commence à casser ces silos, on voit les professionnels arriver avec plein d'idées. Des idées, il y en a plein. Et ces outils de plateforme territoriale d'appui avec des outils numériques de partage, d'échange, eh bien, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire et qui permet de monter ces projets particuliers à la demande des professionnels et de faire circuler hors des frontières. Pour l'instant, on est encore intra-régional, mais j'ai bon espoir parce qu'il va y avoir des suites, je pense, de territoires de soins numériques. On ne peut pas s'arrêter en si bon chemin pour que
on n'est plus ces frontières territoriales. Ça, c'est vraiment quelque chose de très attendu. Moi, j'avais juste un petit rajout, c'est-à-dire qu'on a parlé effectivement de la coordination des professionnels, et je rappelle régulièrement dans la construction du plan qu'il est important de faire émerger les spécificités des maladies rares, parce que tout le monde peut s'occuper de tout, mais il y a déjà des plans à côté. Et puis il y a le patient. Moi, la spécificité sur les maladies rares, c'est que ce sont quand même encore souvent des enfants avec des parents qui répètent un nombre de fois énorme leur histoire naturelle. Et donc c'est vrai que c'est usant pour eux. Et c'est vrai que par rapport à ça, je pense qu'il faut quand même, dans notre table ronde, ne pas oublier ça et faire en sorte d'arriver à se coordonner entre professionnels et arriver à faire rentrer le patient, parce que véritablement, il faut qu'il répète son histoire à la maîtresse, il faut qu'il répète à l'assistante sociale, au kiné, au médecin, aux psychologues, à tous les professionnels. Et c'est très très bien quand effectivement il a la possibilité de raconter ça, parce que ça veut dire qu'il y a une équipe en face de lui. On est en train d'effectivement faire en sorte que tous les moyens lui soient proposés. Mais c'est vrai que ça aussi, il va falloir trouver des moyens. Alors il y a des expérimentations qu'il va falloir évaluer et s'emparer pour faire en sorte qu'il n'ait pas à raconter 50 000 fois à chaque fois la même chose, parce qu'au bout d'un moment, répéter, c'est parfois amplifier, c'est aussi déformer, et c'est pas la bonne cible. Merci beaucoup Jean-Yves Fagon. Le mot de la fin, des recommandations aux porteurs de projets. Non, moi aussi, je vais prendre un exemple parce que pardon. c'est crucial, puis ça concerne un peu tout le monde. C'est aujourd'hui, il y a beaucoup de projets qui tournent autour de améliorons la sortie de l'hôpital des patients. Et c'est vrai que pour y avoir vécu pendant plus de 30 ans, c'est une catastrophe. Et c'est toujours une catastrophe, cette jonction. Donc, tous les projets qui j'espère, vont réussir à se réunir pour trouver la bonne solution, qui va être le début, pour une fois, de quelque chose qui va donner du sens au terme de parcours qui aujourd'hui est utilisé n'importe comment. Mais là, qu'on puisse réussir à vraiment à fabriquer cette jonction-là, et ça répondra en partie à une partie des problèmes qui viennent de se poser, c'est indispensable. Les corporatismes fonctionnent plein pot pour que ça ne marche pas, et il faut absolument qu'il y ait une volonté, alors des équipes comme celles qui sont là aujourd'hui, des pouvoirs publics pour faire en marche ce système-là. C'est magnifique, on y va, on est parti. Je vous remercie à tous. Désolée de ne pas pouvoir accorder de questions à la salle, on est un petit peu tenu par le temps. J'invite les différents participants éventuellement à répondre dans l'espace dédié à cet effet. Merci à tous et bonne continuation pour la fin de ce colloque Maladies rares 2017.